Voilà. Bonjour, merci de m'avoir sollicité, invité pour venir partager avec vous un certain nombre de réflexions. Alors effectivement, je suis sociologue. Ce n'est pas ma première légitimité à être ici. Je préfère m'appuyer sur une autre expérience que j'ai depuis une quinzaine d'années, qui est celle de bénévole en soins palliatifs. Donc ça me donne, cette expérience de bénévole, une familiarité, un ancrage de terrain pour mûrir un certain nombre de réflexions et voir si elles sont pertinentes au regard de la réalité. La deuxième raison pour laquelle je suis ici, c'est effectivement que je suis sociologue spécialisé sur les questions de vulnérabilité, en particulier les questions de vieillissement, de fin de vie. Et j'ai, jusqu'à il y a peu de temps, fait partie de l'Observatoire national de la fin de vie, dont le rôle était d'éclairer notamment la ministre de la Santé et le Parlement sur ces enjeux. Alors j'ai une question à vous poser avant. De combien de temps est-ce que je dispose? Parce que le calendrier, enfin le timing a un peu changé. Vous me donnez combien de temps? Un quart d'heure. Ça va être concentré, un quart d'heure. On était parti là-dessus, mais comme on devait démarrer à 17h, du coup, je préfère, pour éviter, pour être sûr de bien me caler dans le planning de la journée, vous me donnez, et puis je m'adapte, il n'y a pas de problème. Si vous me donnez un quart d'heure, je ferai en un quart d'heure. C'est extrêmement généreux, je vous donne une demi-heure. Waouh. Du rêve, Okay. alors allons jusqu'au bout du rêve. Bon, si j'arrive à dire la même chose en un peu moins d'une demi-heure, tout le monde il sera heureux. L'idée aujourd'hui, c'est d'aborder la question sous l'angle double, à travers un titre un peu provocateur, les causes de fracassement, déjà le terme est assez violent, au sein des familles. Moi, ça m'invite déjà à réfléchir à la notion de famille. Et la notion de famille, c'est une notion qui va de soi, et en même temps, c'est une notion qui ne va pas du tout de soi. D'ailleurs, l'actualité nous renvoie sans arrêt qu'aujourd'hui, on ne sait plus très bien définir les périmètres de la famille. Au départ, la notion de famille, ça vient donc du latin familia, c'est pas du tout les liens de sang qui déterminent la notion de famille. C'est le fait d'être soumis à l'autorité d'un même maître. Dans la Rome antique, on incluait donc dans la notion de famille les esclaves, les domestiques, tous ceux qui, étant hébergés au sein d'un même lieu, participent d'une dynamique, d'une vitalité, d'une économie locale. Ça veut donc dire qu'au sein de la famille, il y a des gens qui ont des statuts un peu différents, qui ont des fonctions un peu différentes, et ça veut dire que dès l'origine, au sein de la famille, eh bien, il y a l'idée de tâche, puisqu'il y a des esclaves qui sont affectés à la famille, et il y a l'idée de devoir. Alors, vous le savez comme moi, la famille, c'est le lieu où on peut sentir que sa liberté est un peu contrainte, donc ça peut être parfois le lieu de certains asservissements. Et dans l'époque contemporaine, parfois on peut être tenté de dire que la famille, ça serait le lieu de certains esclavages aussi. Donc on n'est pas forcément très très loin de cette notion latine initiale qui mettait la famille sous l'autorité du domus, ou du dominus, le chef de famille, qu'on a plus tard appelé le pater familias, mais à l'époque on est encore sur une conception un peu extensive. Et petit à petit dans l'histoire, eh bien, on est passé de l'idée de maison à l'idée de clan. On a restreint un peu la notion de famille autour des liens de sang. Et puis on l'a encore davantage restreint autour de ce qu'on a appelé plus tard la famille nucléaire, par exemple. Mais dans le même temps, on a aussi envisagé d'étendre la notion de famille en parlant de la famille humaine, vous voyez, autour des grandes notions de solidarité, de fraternité ou de droits de l'homme. Donc on ne sait pas très bien où ça commence, où ça se termine, la famille. Et malgré tout, ça est censé être le cadre dans lequel on va essayer de poser un certain nombre d'observations et peut-être d'actions. En tout cas, ça traverse notre vocabulaire puisqu'on se donne aussi bien des aires de famille que des conseils de famille, des repas de famille. Enfin, tout ça montre qu'on a une vie, que la famille est un lieu dynamique, mal identifié encore sans doute. Quand on parle en termes statistiques, on va plutôt parler de ménage d'ailleurs. L'INSEE parle de ménage, mais ménage, ça veut dire la même chose que la famille en étymologie. En français, ça se disait, en vieux français, ça se disait mesnier. Bon. Mais le ménage, c'est l'endroit où théoriquement on habite, donc on est très proche de la notion de famille. C'est pas forcément l'endroit où on se ménage le plus. Vous voyez, on peut s'amuser à jouer un peu sur les mots. En tout cas, c'est l'endroit où on va essayer de trouver des accommodements, parfois même des aménagements, parce que c'est fondamentalement une unité de vie et donc un lieu de négociation. Si on dit lieu de négociation, ça veut donc dire que ce n'est pas un lieu où la vie coule de source et où tout va de soi. J'essaierai d'y revenir parce qu'on a
habilité, entretenu une certaine idée romantique de la famille. Et l'époque contemporaine vient nous promouvoir une autre idée. L'idée romantique, c'était celle d'une famille construite autour du mariage, qui était l'événement fondateur d'une famille, puisque hors mariage, il n'y avait que des relations naturelles, adultérines, mais pas institutionnelles, et pendant très longtemps, le droit a refusé d'inclure ces représentations dans son contexte. Pourquoi est-ce que le mariage était l'élément fondateur de la famille? C'est parce que c'était, grâce à cette institution du mariage, le lieu des sécurités. Donc à la manière de la domus antique, la famille, c'est le lieu qu'on investissait pour se protéger des aléas de la vie. L'union faisant la force d'une certaine manière. Donc on se donnait une sécurité patronymique à travers le nom de famille, on se donnait une sécurité en termes de succession à travers des présomptions de paternité, même si ça n'était que des présomptions. Il y avait encore dans le domaine patronymique, c'est autour de la famille que se faisait la transmission de patrimoine, et elle a toujours été favorisée d'un point de vue fiscal, ne serait-ce que ça. Et puis la famille, c'est le lieu de l'élaboration et de la transmission d'une culture, donc d'une identité. On en reste véritablement sur la notion d'identité, une identité collective et non pas simplement une identité individuelle. Mais la famille, c'est aussi le lieu de l'inscription dans l'histoire, pas simplement à travers la transmission patrimoniale, mais aussi à travers la généalogie, l'histoire des ancêtres, les petites histoires familiales, hein, et plus largement vers la transmission génétique aussi, bien entendu. Bon, mais vous voyez, il y a cette idée que la famille n'est pas juste un lieu de sécurité, c'est quelque chose qui nous inscrit dans une profondeur d'histoire. J'insiste sur ces traits-là parce qu'aujourd'hui, c'est justement ces traits-là qui sont malmenés dans notre contexte actuel. Alors, la fin de la famille, c'était traditionnellement le décès de l'un qui faisait qu'il y avait éclatement des familles, lesquelles se recomposaient autour d'un nouveau pater familias qui avait pris la place de l'ancien. Il y a eu plus tard, comme acceptation de la motif de dissolution, le divorce, les séparations. Et puis aujourd'hui, on vit une époque différente puisque la famille se compose, se redécompose. J'y reviendrai sans doute. Ce sur quoi je veux insister, c'est qu'en réalité, la notion de famille, c'est pas cette idée naturelle. Une famille, c'est pas quelque chose de naturel. C'est en réalité un projet. Ça a les apparences de quelque chose de naturel, hein, à travers les liens de sang. Mais en réalité, c'est un projet de sécurité, un projet culturel, de transmission, d'inscription dans l'histoire. Donc il est normal que la famille ait des règles. Il est normal que la famille ait un objectif, ait une visée, ait une forme d'identité. Donc la famille est par nature un lieu contraignant. Et des contraintes, par nature, c'est celles qu'on n'a pas choisies, c'est celles qui font partie de l'histoire de la famille et auxquelles on adhère. Aujourd'hui, je vais passer très vite sur les caractéristiques sociologiques parce qu'on pourrait s'attarder longuement, mais ce n'est pas du tout le propos. Bien, aujourd'hui, on voit qu'un certain nombre de choses ont changé dans la société, notamment notre société est devenue fondamentalement individualiste. Ce n'est pas nouveau, hein. Le fondateur de la sociologie, Émile Durkheim, avait justement créé la sociologie sur ce constat, c'était dans la fin du XIXe siècle. Ça veut dire qu'il y a un moment donné dans l'histoire où l'individu ne se fait plus une identité uniquement par une appartenance familiale, il se fait une identité grâce à son prénom, grâce à une affirmation, et cette affirmation peut devenir totalement décalée par rapport au projet familial. Nous sommes aussi marqués aujourd'hui par ce qu'on appellerait, pas d'un point de vue philosophique, parce que ça obéit à une autre définition, mais plutôt d'un point de vue sociologique, un utilitarisme, c'est-à-dire que notre époque ne valorise que les choses qui ont un bénéfice qu'on peut apprécier, une utilité. Et donc, tant que la famille me sert, je m'en sers, je me reconnais en elle, mais je peux aussi envisager de me construire par ailleurs. Donc, la famille n'est plus la seule source de mon identité. Ce que le sociologue François de Singly, d'ailleurs, appelle les pluriappartenances ou les tribus. Vous voyez qu'aujourd'hui, on en vient à pouvoir presque se dire que j'aurai une famille sur Facebook comme j'ai une famille en vrai. Et encore, peut-être que je me sentirais plus proche de ma famille de Facebook que de ma famille génétique. On est aussi sur une époque que le sociologue Hartmut Rosa appelle la société de l'accélération, c'est-à-dire que tout va très vite. Or, je vous ai dit, la famille, c'est le temps de l'inscription dans la durée.
Alors, ça heurte un petit peu les visions contemporaines où on voudrait qu'une chose produise un résultat tout de suite et si possible un résultat très très personnel, mesuré. On est aussi dans une société matérialiste, donc en tant qu'à faire, autant que ce résultat puisse être quantifié, évalué strictement. Voilà. Il y a donc un changement de regard sur la notion de famille qui n'est plus le lieu dans lequel je vais me fondre, mais qui devient le lieu davantage dont je peux me servir, à condition que je puisse le faire rapidement, à condition que je puisse apprécier les bénéfices et les inconvénients, et à la limite, une famille de laquelle je pourrais me détacher si, à un moment donné, il advenait qu'elle ne me servirait plus selon mon projet. Alors, en termes sociologiques, on pourrait appeler ça une forme d'atomisation de la société. C'est-à-dire la famille, c'était la structure relais dans la société, celle qui représentait la société en petit, où les devoirs primaient sur les droits, par exemple. Aujourd'hui, on serait sur une émergence de l'individu qui s'impose sur la famille, avec une quête de bonheur, par exemple, ou une perspective de progrès, ou d'épanouissement de soi, de réalisation, de réussite. Le thème de la réussite qui traverse tous les espaces de la vie privée comme de la vie professionnelle. Et donc, que devient cette famille ? Elle était déjà une contrainte, mais une contrainte acceptée. Aujourd'hui, elle serait peut-être de moins en moins une contrainte, et là où elle serait encore une contrainte, elle serait peut-être de moins en moins acceptée. Le thème, pardonnez-moi de jeter des pavés dans la mare, mais le thème tarte à la crème aujourd'hui, c'est le thème de l'autonomie. Quand je dis ça, je ne dis pas que l'autonomie, c'est pas bien. Je dis qu'il ne faut pas faire dire aux mots ce qu'ils ne disent pas. Et quand on met le thème de l'autonomie toujours en avant, c'est peut-être parce qu'on a envie de cacher quelque chose, de ne pas regarder complètement la réalité de l'expérience humaine, qui n'est pas une expérience autonome. Je ne sais pas comment vous vivez, mais moi, je répugne à me voir comme étant autonome, parce que si je me voyais comme étant seulement autonome, je finirais par me dire que je suis seul au monde, que je n'ai pas besoin des autres. Or, depuis ma naissance, j'ai quand même été habitué, depuis le moment où je suis né, à être dépendant. Donc il nous faut derrière aussi reconsidérer, derrière des mots un peu porte-drapeau comme ça, la pertinence de la dépendance. Aujourd'hui, il nous faut prendre garde à ne pas nous laisser embarquer trop vite dans un certain nombre de mots valises qui nous feraient croire à une certaine représentation de l'être humain qui ne correspond pas à la réalité de l'expérience humaine. Mais ça, j'y reviendrai. Aujourd'hui, on est donc dans un contexte où l'équilibre entre le collectif et l'individu est rompu. Préalablement, les contraintes étaient acceptées parce qu'elles garantissaient des sécurités. Aujourd'hui, les contraintes ne sont plus acceptées parce qu'elles ne garantissent pas, ou au contraire même, elles entravent non plus les sécurités, mais les libertés. On a opéré un déplacement des sécurités vers la quête de liberté, et ça explique assez naturellement pourquoi les droits priment désormais sur les devoirs. Contrairement d'ailleurs à tout ce qu'on avait écrit avec non sans sagesse, la Déclaration universelle des droits de l'homme, par exemple, qui est vraiment notre socle fondateur en matière de droits collectifs et individuels, eh bien, édicte sur 28 articles les différents droits de l'homme, que ce soit le droit de religion, le droit de s'assembler, le droit d'avoir des opinions, le droit de circuler. Bon. Et article 29, eh bien, la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen dit que tous les droits ci-dessus mentionnés sont subordonnés à l'exécution préalable d'un certain nombre de devoirs. Donc ça, ce sont des choses, vous voyez, que notre époque contemporaine tend à occulter pour valoriser les grandes valeurs du moment qui sont la liberté et derrière la liberté, l'autonomie. On doit se demander aujourd'hui si nous ne sommes pas en train de privilégier au travers de cet individualisme la loi du plus fort au détriment des droits du plus faible. Donc bien sûr, ça vient nous questionner sur nos logiques de solidarité. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est de la famille ? Eh bien, le nombre de mariages est plutôt en déclin, encore que ça a l'air de se stabiliser. Parfois même, ça reprend un petit peu. On est à plus de 250 000 mariages par an en 2013. Les PAC sont crus dans des proportions importantes, mais c'est normal, ils partaient de pas grand-chose. Mais les valeurs attachées à la famille sont, elles, en perte de vitesse, notamment tout ce qui est le sens de l'engagement.
ce qui est la fidélité. Alors la fidélité, ça, s'il y a une valeur au XXIe siècle qui est en train de disparaître à très grande vitesse, c'est la valeur de fidélité. Je ne parle pas que de fidélité conjugale ou sexuelle, hein, mais la fidélité, c'est-à-dire le fait de se reconnaître dans un engagement et dans une histoire. La perte de l'autorité, je ne reconnais plus une autorité extérieure. La perte de l'inscription dans la durée, le sens du temps qui prend son temps, hein, puisqu'il faudrait aujourd'hui non seulement être capable de faire tout très vite, récolter les fraises au mois de février, hein, ça on sait déjà faire, mais en plus nous considérons que le temps qui prend son temps ne signifie rien, à savoir que les vieux, pour les appeler voilà, comme tels, les vieux ne sont plus porteurs aujourd'hui d'une forme de sagesse, d'une forme de connaissance. Ils n'ont plus rien à nous dire, puisque les jeunes seraient finalement capables d'assimiler le savoir des vieux en 48 heures chrono et de prendre leur place. Alors tout ça, c'est des idées qui sont quand même des théories, parce qu'en pratique, ça ne résiste pas à l'épreuve du terrain. Et heureusement, on voit l'emploi des seniors qui est en train de retrouver un peu de vigueur. Mais vous voyez comment on est en train d'être tiraillé. Alors, le lieu des conflits, pour en venir vraiment au sujet qui nous importe, est-ce que la